m'en occupe. Je pense que ça va, j'ai pas tellement roulé. Chadak. Tov, Rabotai. Shalom, on va Bezrat Hashem faire étudier les lois de pain d'un goy. Ça s'appelle le pat akoum. Alors akoum, comme je vois que vous l'écrivez des fois dans le cahier, c'est pas tordu, c'est pas aïn kouf, même vav même. C'est akoum, c'est rachetevot. Rachetevot, c'est l'abréviation de Oved Kochavim ou Mazalot. C'est-à-dire que c'est les goïms sont des Ovdei Kochavim. Et donc, de la même manière qu'on a vu précédemment que la Torah a interdit, les Chachamim ont interdit plus exactement un aliment qui a été cuit par un goy, eh bien ils ont aussi interdit du pain qui a été cuit par un goy. La Gemara dans Avodah Zarah, page 36b, nous dit comme ça: leur pain et leur huile, pitam bishimnan, leur pain et leur huile nous ont été interdits à cause de leur vin. Leurs vins nous sont interdits de peur de se marier avec leurs filles, qui nous sont défendus de peur d'en arriver à l'idolâtrie. Donc la Gemara fait donc une corrélation directe entre l'interdiction de manger le pain d'un goy et puis d'en arriver finalement à Avodah Zarah. Vous allez dire mais a priori il n'y a rien à voir, c'est très loin. Effectivement, ça n'a pas l'air d'être en contact direct, mais malgré tout, c'est ça la force des Chachamim. Les Chachamim nous interdisent des commandements en disant que voilà, sache qu'il y a un contact direct entre cette interdiction et puis la conséquence. Même si à nos yeux ça n'a rien à voir, c'est pas parce que j'ai mangé le pain d'un goy que je vais faire Avodah Zarah. C'est vrai que ça, on va dire, ça dépasse des fois notre logique, mais malgré tout, c'est ça la force des Chachamim. Les Chachamim, ils voient beaucoup plus loin que nous et ils arrivent effectivement à déceler que même en mangeant de cette manière, on pourra en arriver à Patakoum. Je vous avais dit, je crois, en guise d'introduction de toutes les halachot de Kashrut, que Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit qu'aux États-Unis, c'est le pays dans lequel il y a le plus grand hitbolelut, il y a la plus grande assimilation. Il dit pourquoi? Il dit tout simplement parce que les Américains, eh bien, ils mangent très facilement un aliment qui a été cuit par un goy, ou le pain qui a été cuit par un goy. Ils sont makilim, n'est-ce pas? On avait dit qu'en général, ben, les Ashkenazim sont beaucoup plus makilim dans toutes ces halachot. Il dit à cause de ça, eh bien, ça fait une certaine proximité avec les goïms. Et quand il y a le moment de se marier, il dit ça va, on est tous les mêmes, on est tous, pourquoi faire de différence, on ne doit pas être raciste. Après, ils n'arrivent pas toujours, nous dit Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il dit quand on est mahmir comme Maran HaShulchan Aruch, il dit alors, effectivement, on sent qu'il y a une sorte de séparation, de différence, et cette différence, elle s'exprime aussi dans notre nourriture. C'est-à-dire que c'est pas seulement que c'est interdit de manger pas kasher, même quand tu manges kasher, si l'aliment n'a pas été cuit par un juif, eh bien, les Chachamim l'ont interdit de peur d'en arriver au mariage mixte. Donc je le répète, même si le pain, a priori, ça a l'air d'être plus léger que les autres aliments, malgré tout, il faut savoir que les Chachamim ont tout de même interdit et ont gardé en réalité, eh bien, une interdiction. Ça veut dire quoi le problème? Le problème, c'est qu'au niveau de la Kabbalah, comme il dit le Ben Ishraï, les Neshamot du Ham Israël et les Neshamot des Goïm, ils ne viennent pas de la même source. Les Neshama, exactement ce qu'ils ont, mais c'est plus un effet. C'est-à-dire que lorsqu'une personne va à ce moment-là manger, se rapprocher, se mélanger avec les autres peuples, pour vivre avec eux, pas pour, bien entendu, pour leur ressembler, pas seulement pour vivre, parce qu'il faut oui, vivre dans un monde relationnel, mais malgré tout, à ce moment-là, eh bien, tu rentres, nous dit le Ben Ishraï, tu vas rentrer ta Neshama Gdosha, qui vient d'un monde très uni, très élevé, et tu vas le rentrer dans le monde de la discorde, dans les mondes supérieurs. Il s'agit donc de le monde de la désunion. Et donc, les Chachamim ont instauré toutes sortes de xérot et d'interdictions, en disant que tu n'as pas le droit de faire telle chose de peur d'en arriver donc à t'unir avec des goyim. Donc c'est pourquoi les Chachamim ont interdit donc le pain, les aliments cuits, qu'on a vu donc la dernière fois, et ils ont aussi interdit les boissons alcoolisées. Certaines boissons alcoolisées, on verra à l'occasion, que les Chachamim donc l'ont interdit. C'est comme ça qu'explique le Rav Shono, le Rav Ben Ishraï. Quelle est donc la nature d'interdiction? Nous dit Chachamim, c'est seulement lorsque un goy va cuire du pain totalement, du début à la fin, qu'il sera interdit. Comme ça nous dit le Shulchan Aruch, chapitre 112, paragraphe 1. Par contre, il dit cette interdiction s'appliquera même si tous les ingrédients sont parfaitement permis. C'est pas parce que c'est permis et que des fois tu dis non mais c'est un aliment bio, il n'y a rien à craindre. Tu as raison une fois de plus. Au niveau de la cacheroute, il n'y a rien à craindre. Je le dis, je le répète, toutes ces lois de pain d'un goy ou de cuisson d'un goy, c'est même dans le cas où tous les aliments et les ingrédients sont parfaitement permis, malgré tout les Chachamim l'ont interdit. Parce que si c'est pas parfaitement permis, alors c'est Asur Mi'ikara, depuis le début c'est interdit.
que ce soit un juif ou un goy qui le cuise, cet aliment, ça reste toujours interdit. Donc les chachamim, eh bien, ont été rigoureux dans tout ce qui est aliment, même si ces aliments sont parfaitement cachers. Donc il y en a de même pour le pain. Et que même si tous les ingrédients sont parfaitement cachers, eh bien, ce sera quand même interdit. Même si la plaque, des fois tu dis non mais la plaque, j'ai vu, il utilise une plaque spéciale pour le pain. Tu as raison, quand la plaque c'est très bien, c'est très intéressant, mais ça ne suffit pas. Pour permettre le pain d'un goy, eh bien ça ne suffira pas. Une fois de plus, de peur qu'on arrive donc à cette akaratatov, donc celui qui va manger ce pain va être redevable envers ce boulanger goy, il va dire finalement voilà, on est tous les mêmes, allez, on se marie, on se mélange. Donc les chachamim ont interdit. Qu'est-ce qui se passe, Rabotai, si mon boulanger n'est pas marié? Donc je ne peux pas marier avec sa fille, n'est-ce pas? Il n'a pas d'enfant. Ou bien si c'est un curé. Ce sera interdit dans ce cas-là ou pas? Il peut faire se marier, théoriquement. Est-ce que ce sera interdit quand même? Oui. Pourquoi ce sera interdit? C'est par principe. C'est par principe. Non, on va pas demander si elle est mariée ou pas. Non, mais si vous savez, vous êtes le voisin de monsieur Dupuis, enfin maintenant c'est monsieur Mohamed, et vous voyez qu'il n'est pas marié et qu'il n'a pas d'enfant, d'accord? Ou il a 90 ans, il n'a plus d'enfants, ils sont tous en Syrie, ces enfants. Mais les chachamim ont interdit le père de se marier avec sa fille, c'était ça la source d'interdiction. Elle fait mal. Effectivement, comme vous le dites, et vous avez raison, on l'a toujours dit, que les xérotes du Talmud, Afalpi chez Batel Ata'am, lo Betel Axera, que les interdictions de nos sages, même si la raison n'existe plus, tu dis, mais on ne peut pas se marier avec eux. Techniquement, je ne pourrais pas me marier avec eux, il n'a pas d'enfant. Ou bien, il n'est pas idolâtre, c'est un musulman, il n'est pas idolâtre. On a dit l'interdiction de se marier, de manger son pain, c'est de se marier avec sa fille, et que sa fille après m'entraîne à l'idolâtrie. Donc tu vas dire, mais où est le rapport avec l'idolâtrie? Et bien malgré tout. Même dans le cas où donc c'est un musulman, malgré tout les chachamim, eh bien l'ont tout de même interdit. Parce qu'une fois de plus, même si la raison d'interdiction n'existe plus, eh bien le décret subsiste tout de même. C'est ça la force des chachamim. Les chachamim, ils imposent l'interdiction, ils ont dépassé le temps, quelle que soit donc la conjoncture, quelles que soient les conditions. Donc dans tous les cas, ce sera interdit. Toutefois, les chachamim, hem amrou vem amrou, c'est eux qui nous ont donné les klalim, les principes dans lesquels ce sera interdit et dans lesquels ce sera permis. Et les chachamim n'ont interdit que le pain qui est basé à base de l'une des 5 céréales. Donc que du pain, de seigle, d'apôtre, de blé, d'orge, d'accord? L'avoine, d'accord? À l'époque, on dit il faut être un cheval pour manger de l'avoine. Non, à notre époque, avec tous les trucs bio, eh bien on te dit que c'est très bon pour la santé, c'est très bon pour le fibre et ainsi de suite. Donc, on peut voir ces 5 sortes de céréales sur lesquelles sont basés le pain. C'est seulement chez le pain donc composé à partir de l'une de ces 5 céréales que ce sera interdit. Par contre, qu'est-ce qui se passe si j'ai du pain qui est basé à base de féculents? Donc on sort de Pessah, et ça, je ne sais pas si vous avez déjà été en Israël, mais ils ont même fait des hamburgers de Pessah, vous avez déjà vu? Même des pizzas de Pessah, des pizzas, tu vas au restaurant, on dirait des pizzas, on dirait des vraies pizzas, d'accord? Alors dans ce cas-là, donc je répète, qu'est-ce qui se passe si le pain il est basé à base de féculents? Ce serait interdit, ce serait permis, d'après vous? Comment? Si c'est basé à base de féculents, donc le pain de riz par exemple. Eh bien, elle fait exactement. C'est-à-dire qu'à l'époque du Talmud, les chachamim, hem amrou, c'est eux qui nous ont dit c'est interdit. Qu'est-ce qui est interdit? Le pain de 5 céréales. Les autres pains, donc les pains de féculents, de riz, eh bien, à l'époque de Chazal, ça pouvait exister, mais ils disaient ça a trop peu d'importance. Si ça a trop peu d'importance, alors on ne va pas instaurer une interdiction et un décret sur ce genre de pain. Et donc, même si à notre époque, tu vas dire, ouais, mais attends une seconde, ça a moins d'importance, mais le pain de féculent, j'imagine, le pain de riz ou je ne sais quoi, ça coûte plus cher encore que du pain à base de blé. Donc, si un goy va m'enfourner ce pain, je lui être redevable d'une grande akaratatov, d'un grand bienfait, et puis finalement, je vais me marier avec eux. Je te dis non. Parce que comme à l'époque de Chazal, c'était de moindre importance, et qu'à cette époque, ils ne l'ont pas interdit, ils ont dit c'est permis, les autres céréales, composants, à part ces 5 céréales, c'est permis, eh bien, même à notre époque, ça reste permis. Et donc, tu vas dire, oui, mais une seconde, il m'a offert un pain, il m'a cuit un pain qui coûte très cher. Tu as raison. Mais comme à l'époque de Chazal, c'était de moindre importance, donc il n'y a plus de Hakarat, il n'y a plus de sentiment de gratitude envers ce non-juif, et donc tu pourras manger le pain d'autres féculents. Bien entendu, si tous les composants sont parfaitement permis, ça je le dis, je le répéterai, parce que c'est quand même la condition sine qua non.
Béhémet, qu'est-ce qui se passe si maintenant tu dis ok, donc le pain à base de féculents, donc notamment de riz, j'ai le droit de le manger. Mais qu'est-ce qui se passe si chez moi ça devient mon pain principal? Pour des raisons diététiques, d'accord, pour des raisons médicales, je n'ai pas le droit de manger du pain à partir de 5 céréales. Je suis allergique à comment ça s'appelle ça? Au gluten. Je suis allergique au gluten. Donc je suis obligé de manger du pain à partir de féculents. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a oui la karatatov? Est-ce que oui, tu vas être maintenant redevable de ce bienfait envers le goy parce que finalement il t'a rendu service ou pas d'après vous? Bah oui, parce que c'est le pain principal. Et donc? Du coup, c'est la nourriture quotidienne. Et donc? Donc on a plus vraiment la karatatov. J'entends ce que vous dites, mais il y a le Mishnah Halachot. Le Mishnah Halachot, c'était le Rav de Ongevar. D'accord? Ça s'appelle Rabbi Moshe Klein. Menashe Klein, et il signait dans ses lettres et dans ses réponses, il signait Menashe Katan. D'accord? Et des fois, Menashe, il écrivait Kouf. Ça veut dire Kan, Klein. Il était tellement un ave, Mamash, c'était un Malach Hashem. Il habitait à Ramoth, il s'appelait Kiratun Gevar. Je n'étais pas su le voir à quelques reprises pour des questions d'Alacha très importantes. C'était Mamash, un Malach Elohim. J'étais pas souvent un vendredi avant Shabbat, une demi-heure comme ça, une heure avant Shabbat, parce que bon, les questions comme ça d'Alacha, j'étais parti voir tous les Gdolim. Et il était déjà tout habillé comme ça, avec un visage vraiment du feu qui sortait de son visage, avec des grands yeux bleus. Et c'était Erev Shabbat, si je ne me trompe pas, j'avais vu sur son bras les signes quoi, de la Shoah. Et il avait comme ça un amour du Ham Israël, c'était incroyable. C'est-à-dire il répondait, il ne voulait pas dire où c'est permis ou c'est interdit sans voir les conséquences. Il essayait de voir toujours, si je dis permis, qu'est-ce qui va se passer, si je dis interdit, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi ce serait permis. Cet amour du Ham Israël qu'il avait. Quoi qu'il en soit, le Rav Menashe Klein, le Mishnah Halachot, il écrit que même si ce pain à base de féculents, ça constitue son aliment principal, malgré tout, les Harim ne l'ont pas interdit. Pourquoi? Parce que les Harim ont interdit qu'une seule chose, un pain à partir de 5 céréales. Les autres pains sont parfaitement permis. Hemamrou, c'est interdit, mais Hemamrou que c'est permis. Eux, ils disent dans quelles conditions c'est interdit, ils te disent dans quelles conditions ce sera permis. Béhémet, il y a un chidouche, il y a une particularité dans ces halachot. C'est quoi? C'est que déjà, à l'époque de Chazal, à l'époque du Talmud, il y avait une certaine limite dans l'interdiction du pain d'un goy. C'est quoi cette limite? C'est que tout simplement, ce décret de Chazal, ce décret des sages, ne s'est pas étendu à l'ensemble du Ham Israël. C'est-à-dire que déjà à l'époque de l'annonce de ce décret, j'imagine que, vous savez, comme ils font dans à l'époque féodale, il venait avec l'envoyé du Bedin, il venait avec son cheval, il sortait sa grande Megillah comme ça, il disait oyez, oyez, en bataille, voilà ce que les Harim ont interdit. Sous telle condition, ils vont dire ouais, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ils vont en parler, ils vont en discuter, ils vont en parler avec les Chachamim de leur ville, et comme ça, ils vont donc instaurer un décret. C'est-à-dire qu'un décret, ça devait s'étendre à tout le Ham Israël. Or, les Chachamim, ils ont dit comme ça. Si il s'avère qu'un décret que nous avons donc décidé qu'on a fixé pour l'Ham Israël ne s'est pas étendu à l'ensemble du Ham Israël pour des raisons techniques, pour des raisons physiques, c'est-à-dire que l'Ham Israël n'avait pas la force de prendre ce décret sur eux. À l'époque du Talmud, je dis, vous n'avez pas à notre époque, parce qu'à notre époque, on dit, bon c'est bon, j'ai pas la force, je suis fatigué, je peux pas, je dois attendre 6 heures en travaillant délai, je peux pas, là j'ai très faim, si je mange pas maintenant, je suis à l'hôtel, si je mange pas maintenant, je vais rater mon repas. Ah non, c'est très grave. Bon, il n'y a pas de haine casée là-bas. Même si tu n'as pas la force, tu es obligé de le faire à notre époque. Mais à l'époque de la création, on va dire, de ce décret, de l'annonce de ce décret, Chachamim, ils vérifiaient. Ils étaient attentifs. D'accord? Ils mettaient une sorte de thermomètre pour voir est-ce que le Ham Israël, la majorité de Ham Israël peut accomplir ce décret ou pas? Est-ce qu'ils ont la force? Est-ce que c'est Xera, Sherov Atzibur Yecholim Lamod Ba ou pas? Est-ce que la majorité du Ham Israël peut prendre sur lui, peut accomplir ce décret ou pas? Eh bien ça, ils étaient donc attentifs à ça. Et ce qui signifie, Rabotai, que tout décret qui n'a pas été accepté par la majorité du Ham Israël, nous dit Chazal, n'est pas un décret. En hébreu, on dit Kol Xera, she'en rov atzibur yecholim la'amod ba, ena Xera. Je répète, Kol Xera, tout décret, she'en rov atzibur, dont la majorité du public, yecholim la'amod ba, ne peut pas le tenir, ne peut pas s'engager, ne peut pas aller jusqu'au bout de ce décret. Ena Xera, ce n'est pas une Xera, c'est-à-dire que ce décret est nul et non avenu. Même s'il a été promulgué par les sages, eh bien le fait que le Ham Israël n'a pas pu l'accomplir dans son ensemble, eh bien on va tout simplement l'annuler. Par exemple, c'est pas à nous d'essayer, vous avez raison, mais c'est une situation de fait. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça, je le dis clairement, parce que ça, à mon avis, je ne suis pas réformiste, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent les réformistes, mais à mon avis, cette
cette notion-là que je viens de vous donner, cette formule, ça doit être la base de la Torah des réformistes. Ils disent quoi? Bon, on ne peut pas. On n'arrive pas à l'accomplir. La Torah, elle est caduque. On doit appliquer la Torah. On doit l'adapter à notre époque. La Torah ne te dit pas ça. Il y avait un Chazan qui s'appelait Chazan As, du Canada, il me disait tout le temps, hein, écrit Kavata et Tim la Torah. Est-ce que tu as fixé du temps à ton étude? Enfin, on va arriver Bachamaï après 120 ans, on va demander à chacun. T'as étudié? C'est la deuxième question qu'on va poser à la personne, la plus importante, est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu avais un temps fixe pour ton étude? Ça peut être 10 heures, ça peut être 8 heures, ça peut être 6 heures, ça peut être 2 heures, mais est-ce que c'est fixe? Première question qu'on pose Bachamaï. Alors, il disait pas, il dit, il y a bien qui croit, il écrit Kavata et Tim la Torah. Est-ce que tu as fixé le temps en fonction de la Torah? C'est-à-dire que tu n'as pas changé la Torah en fonction du temps, en fonction des vagues, en fonction de la mode. Tu as adapté, tu n'as pas essayé d'adapter la Torah en fonction des changements temporels, on va dire. Tu as au contraire, tu as fixé la Torah et sur ça, tu as imposé maintenant ton nouvel emploi du temps et ta nouvelle technologie. En d'autres termes, la Torah, elle n'est pas modulable. Je veux dire, bon, comme ça, c'est trop compliqué, j'ai pas le temps, j'ai pas la force, c'est impossible. Dans ces conditions, non, c'est pas possible. C'est à toi de t'adapter à la Torah, c'est ça la force. Un Ben Torah, c'est une personne qui prend avec lui la Torah où qu'il aille, dans tous les endroits où il va, c'est ça un vrai Ben Torah. Par contre, on te dit quoi? Si à l'époque du Talmud, on a vu que ce décret ne pouvait pas s'imposer, n'était pas réalisable, ça peut être pour des raisons techniques, eh bien, on dit ok, la force du décret va être annulée. On ne va pas imposer ce décret à tout l'Israël. C'est quoi? Il y en a donc très peu à Rabotai, je le dis très bien, il ne faut surtout pas faire d'amalgame parce qu'après les gens ils me disent bon, bah, c'est bon, tu vois qu'on peut faire ce qu'on veut avec la Torah. Surtout pas. Il y a très peu d'exemples dans tout le Talmud, et dans tout le Shulchan Aruch, et l'exemple le plus connu, parce que je crois que c'est un des uniques, c'est quoi? C'est la Tvilat Ezra. Ezra a Sofer, Ezra le scribe, d'accord? Entre les deux destructions du Beth Amikdash, il était là, c'est lui qui est revenu, qui a ramené l'armée d'Israël sur la terre pour le deuxième Beth Amikdash. Eh bien, Ezra, il a imposé qu'un homme aille au mikvé, constamment. Il doit aller au mikvé. Dès qu'il se marie, il doit tout le temps aller au mikvé. À l'époque, pour aller au mikvé, une femme, elle y va une fois par mois. Ça va, c'est possible. Mais à l'époque, un mikvé, c'était quoi à Rabotai? C'était une grotte. Il fallait tailler dans une grotte, c'était en pleine nuit. Il y avait des borotes et des chichis, nous dit la Gemara dans Nida. Il y avait des aboulaï. Aboulaï, c'était des voyous. Et c'était super dangereux. Tu peux aller, tu peux rester là-bas, tu peux plus sortir. Il y avait combien? Il y a des fois des petits jeunes comme ça, des petits Breslev qui vont dans des coins perdus. Et dès qu'ils voient un trou d'eau, ils rentrent dedans, ils ne peuvent plus sortir. Il y en a qui sont morts comme ça chez Mishma. C'était pas, à l'époque de Chazal, c'était très difficile d'accomplir ça. Que tous les jours ou tous les quelques jours, l'homme soit obligé d'aller au mikvé, c'était impossible. Et il dit, si une personne ne fait pas la Tvilat Ezra, il ne peut pas étudier Torah, il ne peut pas faire cette fila. Alors, Chachamim, ils ont vu que quoi? Ils ont essayé d'instaurer donc ce nouveau décret, et ils ont vu que ce n'était pas réalisable. Ils ont dit, si c'est comme ça, dans ces conditions, on va l'annuler. D'accord? On va annuler finalement la Tvilat Ezra. Et donc, ça, c'est l'exemple par exemple, une fois de plus, il y en a très peu à Rabotai. Dans toute la Torah, je ne sais pas s'il y en a 5, je ne sais pas. D'accord? Eh bien, peut-être moins, je me rappelle de moins, mais en tout cas, eh bien, les Chachamim nous disent que c'est l'exemple et c'est la définition de Gzera, She'en Rov Atzibur Yecholim La'amod Ba. Donc un décret qui n'est pas réalisable par la majorité du Ham Israël. Il y a certains, tu vas dire, oui, mais lui c'est un tzaddik, il y va, tu vois, Baba Saleh. Eh bien, dès qu'il devait se tremper, il y allait tous les jours. Il y avait même, au Maroc, des fois, des fleuves qui étaient gelés, il le cassait avec son pied, il rentrait dedans. Donc tu vois qu'il peut le faire, on peut tout le faire. On peut le faire, il s'appelle Baba Saleh. C'est Gdol Olam. D'accord? La grandeur de Baba Saleh, c'est incroyable. Effectivement. Alors le père de Baba Meir, on dit que c'était Moshe Ben Yosef, c'est une grandeur qu'on ne peut même pas imaginer. C'est pas parce que lui il a fait que tu peux le faire. Et donc, les Chachamim ils vont selon la majorité du Ham Israël. Est-ce que la majorité du Ham Israël peut accomplir ce décret? Et donc, à l'époque du Talmud, quand ils ont promulgué le décret de ne pas manger le pain d'un goy, eh bien, certains poskim veulent dire qu'en réalité, eh bien, ce décret, cette interdiction de manger donc le pain d'un goy, ne s'appliquera que dans les contrées, que dans les régions dans lesquelles on ne peut pas trouver un boulanger juif. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ce décret, il n'est pas absolu, il est relatif. Tu habites à Montpellier. Est-ce qu'il y a là-bas un boulanger juif? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a un restaurant cachère? Je ne crois pas non plus.
Est-ce qu'il y a une synagogue? Sûrement. N'est-ce pas? Sûrement. Est-ce qu'il y a Minyan tous les jours? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on va lui apprendre cette halakha. D'accord? Quand on lui apprend cette halakha, il va dire, mais maintenant, ok, je mange plus le pain d'un goy, mais où je trouve du pain d'un juif? Alors, est-ce que tu crois qu'il va aller maintenant jusqu'à Strasbourg ou jusqu'à Marseille pour s'acheter 300 kilos de pain, le mettre dans son congélateur, et puis de cette manière, c'est pas vivant. Donc, vient le Shulchan Aruch te dit, tu sais, l'interdiction de patakoum ne s'appliquera que dans une contrée dans laquelle on ne peut pas trouver de boulanger juif. Et donc, si, je répète, et ça il faut être sûr que dans la région dans laquelle on habite, il n'y a pas du tout de pain de juif, de pain kasher, de pain d'une boulangerie juive, eh bien dans ce cas-là, on va le permettre. On va le permettre. Depuis quand c'est comme ça la Torah? C'est étrange, d'habitude on dit, tu prends sur toi quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette relativité? Ça veut dire en réalité, le pain, les Chachamim le considèrent comme étant un aliment vital. Il est écrit dans le passouk, Kilo al alechem levado yichya adam. Et là, le kol motzapi Hashem yichya adam. C'est-à-dire que l'être humain aurait pu vivre que de pain et d'eau fraîche. Et quoi? Tu vois que le pain, il y a tous les éléments nécessaires et vitaux à l'être humain. Et donc, comme il s'agit d'un... Moi, tu vas dire, mais c'est pas vital, une personne qui ne mange pas de pain, par exemple, ceux qui ne mangent pas de gluten, ils ne sont pas morts. Ah, c'est peut-être dangereux, ils doivent être très vigilants, ils ne sont pas morts. Tu as raison, quand on dit que c'est vital, ça veut dire que tu vas mourir si tu ne manges pas. C'est-à-dire que tu te mets à certaines carences qui risquent d'être dangereuses à long terme. Et donc, les Chachamim ont considéré ça comme étant makom tzorer, un cas d'urgence, un cas d'extrême urgence. Et donc, ils ont permis le pain qui a été cuit par un boulanger non juif dans les régions, et seulement dans les régions dans lesquelles on ne peut pas trouver le pain d'une boulangerie juive. Bémet, qu'est-ce qui se passe donc dans cette région dans laquelle il n'y a pas de boulangerie juive? On a dit que tu peux manger le pain d'un boulanger non juif. Est-ce que tu aurais le droit de manger le pain d'un particulier non juif? C'est vraiment, tu habites tellement dans un patelin qu'il n'y a même pas de boulangerie pas cachée, il n'y a rien. Tu vas prendre ton lait à la ferme, tu vas puiser ton eau pour Béra chez Myriam, et tu vas manger du pain chez Madame Dupuis qui vend du pain. Si elle le vend, elle aura sûrement le statut d'un boulanger. Mais si elle le distribue, d'accord? C'est une sorte de kibbutz comme ça, communiste en France. D'accord? Dans lequel chacun fait quelque chose et il offre aux autres. C'est communautaire. Dans ce cas-là, on aurait le droit? Oui ou non? De quoi? Non, on n'a pas le droit, mais s'il n'y a pas de Non, c'est là. Non, mais vous avez raison, là, je vous ai rentré dans un patelin. Mais je veux dire, si vous êtes dans une ville dans laquelle il y a un boulanger non juif, d'accord? Il y a un boulanger non juif. Il n'y a pas de boulanger juif, il y a un boulanger non juif. Est-ce qu'on a le droit, dans ce cas-là, de manger le pain d'un particulier non juif? Dans ce cas-là, on a le droit. le particulier non juif. On te dit comme ça, on te dit, même dans le cas où on te permet le pain d'un boulanger non juif, parce qu'il n'y a pas le choix, c'est seulement lorsque c'est un artisan, lorsque c'est son métier. Donc, comme c'est son métier, donc il n'y a pas de hakaratov. Tu viens dans la boulangerie, tu lui as payé son pain. Alors, on a dit que même quand tu payes, et ça je réponds la semaine dernière, vous avez posé cette lors de Bishul Goy, même quand tu payes, il y a quand même une hakaratov, il y a quand même une reconnaissance. Mais cette reconnaissance-là, eh bien, elle est relativisée, c'est-à-dire que tu lui as payé. Mais il y a quand même une hakaratov, il y a quand même une reconnaissance. Et alors, eh bien, quand il s'agit du pain d'un artisan, d'un boulanger, tu lui as payé de son pain. Donc c'est son métier, il n'a pas fait que pour toi, il n'a pas fait que pour M. Cohen, il a fait pour toute la ville. Parmi tous les habitants de cette ville, de cette région, il y a aussi un juif. Alors toi, tu es venu, tu as payé ton pain. Dans ce cas-là, il y a moins de hakaratov, il y a moins de reconnaissance. Une fois juste, il y a aussi la reconnaissance. Même quand on paye, c'est quand même interdit, mais dans le cas où il n'y a pas de boulanger juif dans le coin, alors les Chachamim ont permis de prendre le pain d'un boulanger non juif. Mais dans le cas de pas d'un particulier, c'est interdit. Pourquoi ce serait interdit le pain d'un particulier? Parce qu'il y a une reconnaissance, il y a une hakaratov. Et donc, comme c'est pas sa profession, il le fait spécialement pour toi. Tu dis, monsieur, finalement, ils sont très gentils, la famille du camp. Et donc, je veux marier avec eux. Mais quand il s'agit de sa profession, il est moins à craindre d'en arriver à des mariages mixtes. Chachamim nous donne une deuxième permission. Donc, on a une première permission dans une région dans laquelle il n'y a pas de boulanger juif. Deuxième permission, si on se trouve à un endroit dans lequel pendant 3 jours, on n'a pas pu manger de pain. D'accord? Pendant 3 jours, il n'y avait pas de pain juif. Dans ce cas-là, tu auras le droit de manger le pain d'un boulanger non juif. Une fois de plus, ça représente aussi, comme à Tzorer, une nécessité, un cas d'extrême urgence. Et donc, dans le cas où tu n'as pas consommé de pain depuis 3 jours, ce sera aussi toléré.
Chachamim nous disent, Ben Ishraï, le Kaf HaChaim, il en est de même pour la veille de Shabbat. La veille de Shabbat, dans ce cas-là, eh bien, on va aussi le permettre. On va permettre quoi quand je vous dis on va permettre le pain d'un particulier non juif. Donc je répète, quand dans le cas où il y avait pendant 3 jours, il n'y avait pas de, t'as pas pu du tout manger de pain, ou dans le cas où on est veille de Shabbat, dans ces deux cas, pas seulement tu as le droit de manger le pain d'un boulanger non juif, tu as aussi le droit de manger le pain d'un particulier non juif. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, dans ce cas-là, eh bien, c'est considéré comme une nécessité, une urgence, et donc ce serait toléré. Béhémet, oui. Il y a des fois où pendant une semaine on n'a pas de pain et on mange pas de pain et on se porte très bien quoi. Vous avez raison. À l'époque peut-être que c'était une nécessité vitale, mais de nos jours c'est bon quoi. Oui, je voulais savoir autre chose. Bien fait, j'entends. Alors, Béhémet, c'est-à-dire que quand on dit que le pain c'est vital, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas qu'on va mourir sans manger de pain. C'est-à-dire le corps il en a besoin. C'est pour ça que je vous le dis tout le temps, le pas de shacharit, manger le pain le matin, c'est tellement important. C'est une mitzvah, vous faites du chesed à votre corps. Comme il disait Hillel quand il allait se laver, tous les jours il disait, tu vois, au d'arabe, je fais du chesed avec mon corps. Le corps, c'est pas à nous. Hachem nous l'a prêté. C'est un dépôt, il a été déposé chez nous, on doit le garder en bonne santé. Tu dois faire attention à ce que tu manges, tu dois faire du sport, tu dois tenir en bonne santé, d'accord ? Tu ne dois pas rester sans aucune limite. Pourquoi ? Parce que ce corps, il nous a été déposé, c'est un dépôt. C'est pas un dépôt-vente, c'est un dépôt, il va être repris. Et donc, comme on doit faire attention, alors il y a des aliments qui sont préconisés. Parmi ces aliments, les Chachamim ont vu en tête de liste, ils ont vu le pain. Le pain, un élément qui est très important pour le développement. Il est vrai, donc je l'ai dit, vous avez raison, c'est pas vital, on ne va pas mourir si on ne mange pas. Mais parmi l'apport énergétique qu'il donne pour le développement d'un être humain, eh bien, c'est important. Il est vrai qu'à notre époque, les gens, ils n'ont pas le temps, c'est des businessmen, ils sont tout le temps pressés au séminaire, au kollel, à la yeshiva, au travail. Ils n'ont même pas le temps de prendre du pain, alors ils prennent un truc en mangeant comme ça, maisonnote. Même maisonnote, finalement, c'est comme du pain, en réalité. Mais, vadaï que le pain, il a des propriétés qui sont nécessaires, qui sont vitales et qui sont très positifs pour l'être humain. Quoi qu'il en soit, eh bien, donc je vous disais tout à l'heure que Gzera chez Enrova Tziburichim à Modbain à Gzera, que c'est un décret qui ne s'est pas répandu à tout l'âme Israël, et donc ça n'a plus force de loi. Ça, c'est l'avis du Rama. Donc, le Rama pour les communautés ashkénazes, et là, c'était la coutume en Europe de l'Est et dans tous les pays ashkénazes, en Pologne, en Allemagne, en France, d'accord ? Le Shach, au nom du Bach, le Zifrei Tzedek et le Torah Tratat disent qu'en réalité, eh bien, à l'époque du Talmud, ça ne s'est pas répandu, donc à notre époque, ce décret n'existe plus. Ça, c'est l'avis du Rama. Pour les Sfaradim, pour le Shulchan Aruch, ça s'applique encore, ce décret. Simplement, ça s'applique que dans les endroits dans lesquels tu peux te procurer du pain juif. C'est-à-dire que la marloquette entre Maran et Rama, entre les Sfaradim et les Ashkenazim, est-ce que je peux acheter du pain d'un goy, même dans un endroit dans lequel je peux trouver du pain de juif, oui ou non? Les filles à Shulchan Aruch, mais en aucun cas, tu peux prendre le pain d'un juif, tu es obligé de prendre le pain d'un juif. Les filles à Rama, comme ce xéra, ce décret ne s'est pas répandu à l'époque du Talmud, il n'existe plus, et donc on ne peut pas interdire une personne qui désirait manger du pain de goy pour un ashkénaze, même s'il peut trouver le pain d'un juif. Béhémet, le Rama, donc il le permet pour les communautés ashkénazes, il dit malgré tout, pendant Aseret Yemei Teshuvah, pendant les jours de pénitence, tu devras te montrer plus rigoureux. On en avait parlé ça avant Rosh Hashanah, avant Kippour. Pendant les 10 jours de pénitence, tu devras t'abstenir du pain d'un goy. Pourquoi ? On avait dit a priori, c'est très mensonger comme comportement. Tu sais que tu vas avoir un jugement pour la vie au jour de Kippour. Donc là, tu fais le tzaddik. Mais tu fais une mise en scène, parce que tu sais très bien que tu ne vas pas pouvoir tenir. Le pain, tu es obligé de le manger toute l'année. Tu n'as pas le choix, tu habites à Rouen. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de manger du pain comme ça. Tu as raison. On te dit malgré tout, pendant un Aseret Yemei Teshuvah, fais un effort. Montre à Hachem que si tu avais la possibilité technique, tu l'aurais fait. Alors là, c'est impossible. Je ne pourrais pas tenir toute l'année, mais 10 jours dans l'année, Hachem, je montre que je t'aime, je montre que je suis sincère et je me surpasse, je me dépasse, pas seulement pour gagner et avoir du mérite le jour de Kippour, mais aussi pour montrer à Hachem que mon neshama, elle brûle en moi, elle a envie de faire le bien, et je n'ai pas toujours la possibilité. Donc pendant un Aseret Yemei Teshuvah, tu dois te comporter, tu vas te comporter avec un surplus de zèle envers Akadosh Baruch Hu, et donc tu devras
Béhémet, être mahmir. Les poskim ashkenazim, donc celui qui est maquel, c'est le Rama, donc Rabbi Moshe Serlich, dans le Shulchan Aruch pour les Ashkenazes. Mais les poskim ashkenazim, les autres décisionnaires, ils disent que Béhémet, malgré tout, il sera bon de se retenir, de ne pas consommer le pain d'un boulanger non juif, à moins, donc même dans la région dans laquelle il y a un boulanger juif, à moins que le pain du non juif soit de meilleure qualité. Si, nous dit le Char, paragraphe 9, si le pain du non juif il est de meilleure qualité, eh bien dans ce cas-là, on va considérer que à ce stade, à ce niveau de pain, c'est comme s'il n'y avait pas de pain chez les goyim, chez les juifs, et donc j'aurais le droit de manger le pain d'un goy. Donc je répète, les poskim ashkenazim sont plus machmirim que le Rama et préconisent de ne pas manger le pain d'un goy dans le cas où on peut se procurer le pain d'un juif. Malgré tout, si le pain du goy il est de meilleure qualité, dans ce cas-là on te dit oui, effectivement, tu auras le droit. Tu auras oui le droit de manger le pain d'un non-juif, même s'il y a le pain d'un juif dans cette même région. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la même qualité et ils n'ont pas les mêmes propriétés. Et donc dans ce cas-là, ce sera toléré. Je le répète et je le répéterai toujours. C'est dans le cas où tous les ingrédients sont parfaitement cachers et que la plaque sur laquelle on pose le pain, c'est parfaitement cachère et qu'il n'y a aucun problème. Et ça c'est assez théorique parce qu'on va voir par la suite qu'il y a plein de problèmes qu'on ne voit pas de nos yeux. Donc on a fait une distinction entre le pain d'un boulanger et le pain d'un artisan. Oui. Si on est sûr que les ingrédients sont cachés, mais on va acheter chez un goy un pain, il n'y a pas chez un goy. Oui. Par exemple, un pain, je sais pas, un peu spécial. Ouais. C'est sûr que c'est caché. Il a fait mode, ben c'est très bien. C'est ce qu'on va tout de suite. Ok. Quelle va être la définition à Botaï d'un boulanger? Donc on a fait la différence, la distinction entre le pain d'un boulanger et le pain d'un particulier. Quelle va être la définition du pain d'un boulanger? Nous disent les poskim que toute personne qui va confectionner du pain pour le vendre, eh bien, il a le titre d'un boulanger. C'est-à-dire que c'est pas seulement écrit boulangerie avec des horaires d'ouverture du magasin, non. Ça peut être même chez lui à la maison. Donc je répète, dans les endroits comme ça, dans les petites villes, dans les petits bourgs, je suppose que même là-bas les supermarchés, c'est chez eux à la maison, les macolettes, c'est dans leur maison. Et bien les boulangeries, il en est de même. S'il le vend, c'est un boulanger. Même s'il le fait chez lui à la maison avec ses kélim. D'accord ? Par contre, si un boulanger, donc professionnel, cuit du pain pour son usage personnel, alors ce pain-là, il va avoir le statut d'un pain de particulier. Pourquoi ? Et donc ce sera interdit de manger. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un usage personnel. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on le fait à grande échelle, on le fait pour un public, on le fait pour soi-même. Si on le fait pour le vendre, alors même si je le fais à la maison, je suis considéré comme un boulanger. Et si je le fais pour une utilisation personnelle, même si je suis un boulanger, je suis considéré comme un artisan. Et donc, les Chachamim nous disent, et ça répond à votre question, que dans les régions dans lesquelles eh bien, on a l'habitude de consommer le pain d'un goy. D'accord ? Donc on a dit qu'on va selon les régions. Il y a des minagim, il y a des coutumes dans chaque région. Eh bien, on fera dans cette région en fonction de la coutume. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans la région dans laquelle on a l'habitude de consommer le pain d'un goy, le pain d'un non-juif? Et que, donc, dans cette ville de Rouen, tout d'un coup, il y a un boulanger, M. Cohen, qui est venu s'installer. Et il va ouvrir maintenant son magasin. Les fiarama, pour les poskim ashkenazes, j'aurai le droit quand même de continuer à manger mon pain de goy ou pas? Oui, j'aurai le droit. Pourquoi? Parce que à partir du moment où ce décret ne s'est pas instauré, ne s'est pas répandu, donc ça reste permis. Même si maintenant, tout d'un coup, il y a un boulanger juif qui va s'installer. Oui. Si c'est pas une question de goût, mais une question d'argent. Le pain. Fait bien, très bien, tout de suite. Bravo. Vous m'avez pris la phrase d'après. Effectivement, dans ce cas-là, ils disent comme ça. Que dans le cas où le pain d'un non-juif est de meilleure qualité, ou bien si il est composé d'ingrédients dont le boulanger juif ne dispose pas, il n'a pas tous ces ingrédients, d'accord, parce que c'est plus petit, c'est plus familial, c'est pas une usine de pain, d'accord. Et bien on te dit dans ce cas-là, donc dans le cas, je répète, où c'est pas les mêmes ingrédients, c'est pas la même qualité, et bien dans ce cas-là, le pain d'un boulanger non juif, il sera permis. Pourquoi? Il dit le Shulchan Aruch, chapitre 112, paragraphe 5. Parce que comme on n'a pas les mêmes ingrédients, donc c'est comme si on ne pouvait pas du tout trouver de pain dans cette région. Alors tu vas dire oui, mais c'est une autre sorte de pain. Si toi tu as l'habitude de manger ce pain et que c'est le pain que tu as besoin, tu auras le droit
de le consommer dans ces conditions. Pourquoi? Parce que comme le pain du juif, il représente une difficulté d'acquisition, c'est difficile d'acquérir un tel pain, une telle qualité, avec de tels ingrédients, eh bien, on aurait le droit de consommer le pain d'un non-juif, je répète, dans le cas où tous les ingrédients sont parfaitement permis. Pourquoi? Parce que les Chachamim n'ont pas instauré leur décret dans ces circonstances. Les Chachamim te disent, si tu peux trouver du pain du juif, alors tu n'auras pas le droit de manger le pain d'un juif. Mais si tu peux pas, je te dis oui, mais je peux, du pain tout sec, je peux. Tu as raison, mais ce pain spécial, je sais pas, le pain bio, tu peux le trouver chez un non-juif? Chez un juif, non, je peux pas. Alors dans ce cas-là, nous dit Strazal que ce ne sera pas interdit. C'est la raison pour laquelle le Igrot Moshe Feinstein a permis aux États-Unis de manger des bagels. Donc, les bagels, j'ai pas besoin de vous dire ce que c'est, ce pain rond, d'accord, dans lequel ils font leur sandwich. Eh bien, comme ils sont vendus que par à l'époque en tout cas du Igrot Moshe, 30 ans, 40 ans, c'était vendu que par des boulangers non juifs, on avait le droit aux États-Unis de manger ce pain. Pourquoi? Parce que comme on ne peut pas le trouver chez les boulangers juifs, c'est comme s'il n'existait pas. Comme c'est comme s'il n'existait pas, on a dit que dans ce cas-là, les Chachamim n'ont pas imposé leur décret. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, ça répond à votre question. Si dans ma ville, il y a un boulanger juif, alors on a dit pour Sfarad, tu n'as pas le droit en aucun cas de manger le pain non juif. En aucun cas. Même pour les Sfarad Ashkenazim, on devrait aller à Achmir, à moins qu'il y ait un pain de meilleure qualité. Donc qu'est-ce qui se passe s'il y a donc un boulanger juif dans mon quartier, dans ma ville, dans ma rue, mais qu'il ne va pas avoir une quantité suffisante pour tous les juifs du quartier. Par exemple à Paris, donc on habite dans le 19e, et là-bas, au Hachem, il y a beaucoup de juifs qui viennent avec la bracha, de Bechushmor al Kol Israël, et voilà que la boulangerie ne va pas donner suffisamment de pain pour tous les juifs du quartier. D'accord? Il n'y aura pas, il n'y en aura pas assez. Sareden, il n'y en aura pas assez, c'est très bon ashgacha, tout est parfait, très bonne qualité, mais il n'y en a pas assez pour tous les juifs de cette rue. Alors dans ce cas-là, eh bien, comme il n'y aurait pas une quantité suffisante pour l'ensemble de la communauté juive, eh bien, les Chachamim vont considérer comme s'il n'y avait pas suffisamment de pain, et donc, c'est comme si on ne pouvait pas se procurer le pain d'un juif dans une région dans laquelle il n'y a pas de boulangerie juive. Dans ce cas-là, nous dit le Kaf HaChaim qu'on aura même le droit de manger le pain d'une boulangerie non juive. Et il répond, nous dit le Birkei Yosef, donc le Chida, le Zifrei Tzedek, le Kaf HaChaim, ils disent tous que quoi? Que quand le pain d'un juif, il est plus cher, d'accord? Ou bien ça peut provoquer une hausse des prix. Si maintenant on va tous chez le juif il va augmenter son prix x3. Ça va provoquer une hausse des prix. Dans ce cas-là, nous disent le Chida, entre autres, que Béhémet, eh bien, on aura le droit de manger le pain d'un non-juif. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le pain dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que finalement, l'interdiction de manger du pain d'un juif, c'est seulement quand on peut se procurer du pain d'un juif aux mêmes conditions, aux mêmes propriétés, à la même qualité, au même prix que celui d'un juif. En réalité, quand je dis au même prix, c'est pas exact parce qu'on ne peut jamais être au même prix. Pourquoi on ne peut jamais être au même prix?